Yes. Ah, no, pero lo que luego ya me casas con Carolina. Colegio de Colegio de Hola. Ay, perdón. Es mi bolso. Es que eso, quiero hablar de bolso. Si no me han informado, o sea, que como yo no sé qué. Sí, porque no todo confluye, ¿no? Pero no está ya que está en la calle, todo eso. No, que sí, que sí. Que les digan a... Que se te... España. Es que tuvimos un día una reunión con ellos y lo aprendieron. Bueno, ¿qué más? ¿Ya ha salido bien? Pues vamos, un típido velo. Un típido velo. Pues tú tranquila. Sí. Este también está. Es un poco diferente en reportajes más que todo como es un poco diferente. Sí. Es un piloto que igual mola. O sea, deberían de estar las jóvenes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Yo estaba encima. Es así. Parece que sí. Y acá y sí, te arriesgas. ¿Tú vas a presentar o...? Non, 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 mais oui, Jérémy. On se met en groupe. Hay que saludar, que no, todavía no he saludado a todo el mundo. Que no nos hemos visto todavía. No pasa nada. A ver, te había visto. Sí, yo también estaba yo no más arriba. Te había visto, sí, sí. Digo, hombre, un navarro. Bueno, por esto no, porque hay muchos. Bien, ¿cómo estás? Todavía no nos habíamos hablado. Me va a dar un taratantán, ¿eh? Ayer. Ayer llegamos como a las 5 o 6 de la tarde. Estuvimos cenando con los vascos. Paseando. ¿No has venido hoy? Ayer también. Haciendo vínculos. Hombre, es como mejor se refuerzan. Trabaja mejor. Ay, a gusto, sí. Lo que pasa es que este calor nos va a matar. Tampoco es muy normal aquí, ¿eh? No, no, ni aquí, ni allí, ni en ningún sitio. Hola, hola,
Entonces allí llegamos al mediodía y pues para dar un paseo la verdad es que estaba muy bien para pasear y luego ir a cenar y Calorcete, ¿eh? claro, sí, pero bueno, pero estaba el día Buscando la sombra todo el rato. Nos metimos en nosotras en Segnan y ahí estábamos. aprecias las iglesias en estos momentos, ¿verdad? Me va a hacer monja para quedarme aquí. Es que necesito para todo el mundo. Sí, es importante. Allez. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien, notamment ceux qui sont en ligne. J'y vais et si jamais il y a un problème, vous l'indiquez aux collègues du secrétariat conjoint. Normalement, sur le chat. Bah ouais. Ok. Donc, donc là, sur cet atelier, on va parler uniquement de l'observation, donc du bloc 1. On ne va pas rappeler les objectifs qui vous ont été présentés juste avant cet atelier. Mais globalement, il faut savoir que voilà, les projets que vous allez présenter sur ce bloc vont devoir répondre à l'objectif d'améliorer les politiques publiques, principalement. Donc, vous allez avoir pour cela 3 types d'actions, ce qu'on appelle les typologies d'actions. Voilà, donc la première, c'est tout ce qui va concerner les outils et les processus qui vont permettre de collecter, d'analyser et de diffuser les données. Voilà, c'est quelque chose d'important, puisque derrière, vous allez pouvoir faire avec ces données des études ou des diagnostics qui vont permettre aux autorités publiques d'améliorer leur politique. Tout simplement. Voilà, il faut savoir que ça va être vraiment le fil conducteur de tous les projets sur ce bloc, l'amélioration des politiques publiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la création d'observatoires. Donc là, on est à un niveau d'intégration, on va dire, un peu plus élevé. On va pouvoir faire la même chose, hein, de la collecte, de l'analyse de données, principalement les traitements de statistiques. Mais je vous disais, donc, un niveau d'intégration plus élevé, puisque ce qu'on va demander, c'est de la mise en réseau. Donc, mise en réseau d'instituts de statistiques ou de producteurs de données. Donc, les producteurs de données, vous déjà, mais ça peut être donc, des universités, centres de recherche, des ministères publics, agences publiques principalement. Il peut y avoir également quelques entreprises qui produisent de la donnée pour des services publics, mais c'est plus rare. Donc voilà, pour ce qui est de l'observation. Et ensuite, donc, vous avez une troisième typologie d'action qui va concerner les portails de données ouvertes. Donc là, l'objectif, ça va être, avec l'aide de géoréférenceurs, d'obtenir des données que vous allez pouvoir mettre sur une plateforme et qui pourra derrière générer des cartographies, par exemple. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des données et une vision globale du territoire. Donc, pour prendre un exemple Québec, on a l'habitude de voir, par exemple, à la météo, donc c'est pareil dans les 3 pays, même quand on regarde sur les chaînes nationales des 3 pays, ou même sur les chaînes côté de pays. Vous avez la carte d'un territoire bien défini, et s'il y a un orage qui passe, il s'arrête à la frontière. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. Donc, l'objectif, ça va vraiment être d'avoir une donnée globale sur l'ensemble du territoire transfrontalier. Et le meilleur exemple de géoportail, on va faire un peu de publicité pour la CTP, c'est celui, pour l'instant, de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique. Vous pouvez les consulter, c'est disponible en ligne. Hein, et vous verrez que la biorégion, donc le système du massif pyrénéen, est traité dans son ensemble. Pardon. Vous allez avoir des données sur, par exemple, la faune ou la flore, la forêt, et vous allez avoir des données comparables des deux côtés de la route. Donc voilà, un exemple précis de ce qui est attendu sur cette affaire, et notamment sur ce blog. Donc voilà pour la présentation générale. Je ne sais pas si mes collègues veulent côté. Non, des compléments, et après je pense qu'on saura plus, comme on l'a évoqué tout à l'heure, sur des échanges. Posez-nous des questions, voilà, hein, si vous avez des idées de projet, voir si ça peut rentrer ce qui est demandé sur cet objectif.
Ce qui est important là sur ce bloc 1, je pense, c'est que ce que vous allez proposer, en fait, il faut que ce soit pas utile simplement à vous, mais que ce soit utile à des politiques publiques. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va apporter sur une dimension, alors même si il y a un petit projet, sur quelque chose qui est assez stratégique et qui peut s'inscrire dans la durée. Donc, toujours le cas des projets qui sont présentés sur Interreg, mais ça l'est d'autant plus ici. Il ne s'agit pas de faire un one-shot, de faire quelque chose d'un observatoire, un portail électronique qui, en fait, va s'interrompre 6 mois après la fin du. Ça, c'est vraiment 2 points de vigilance à avoir. Je ne sais pas si Julien, tu veux par rapport à ça. Non, parce que j'avais un point que j'ai oublié. Peut-être un petit complément par rapport à ce que j'ai dit sur les observatoires. Donc, ce qui est attendu, ce que vient de vous dire Sébastien, c'est qu'il faudra que ce soit des observatoires pérennes, voilà, qui perdurent au-delà des 3 années du projet, ou de la durée du projet. Et ça peut être des observatoires donc à l'échelle macro-régionale, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire, mais ça peut être aussi des projets d'observatoire à l'échelle micro-régionale, donc par exemple sur un territoire en particulier, donc un exemple de la politique linguistique, ça peut être sur le territoire bascophone, voilà. Bien. Pour compléter ce que vous dites, non, mais les conseils que vous avez donnés sont pertinents. Et après, comme on le répète à chaque fois, là, on entre dans une phase de dialogue avec vous aujourd'hui et par la suite aussi jusqu'à la clôture. Donc, on vous encourage à vous rapprocher de différents partenaires sur vos territoires pour des femmes. Que nous, on prenne connaissance des différents projets, qu'on puisse voir, nous, on a une vision globale sur notre territoire, sur l'ensemble du projet, ça nous permet de faire des renforcements, des complémentarités et de faire en sorte que le positionnement après dans l'appel à projet soit le plus cohérent et pertinent possible. On peut avoir différentes initiatives qui vont marcher sur les pieds, ou voilà, ça nous permet de mieux gérer ça avec vous. Donc voilà, ce qu'on s'est dit, c'est simplement qu'on puisse avoir ce dialogue aujourd'hui, faire un petit tour de table de vos idées de projet, de vos questionnements, et puis continuer ce dialogue par la suite dans les prochains mois. Alors après, on aurait peut-être dû commencer par là, on ne s'est pas présenté. Donc j'allais dire que vous pouvez, bien entendu, jusqu'à la date de clôture de l'appel à projet, nous contacter. Quand je dis nous, c'est donc les partenaires institutionnels du programme. Moi, Jérémy Amoureux, je travaille pour la région Nouvelle-Aquitaine. Sébastien Ruffel, qui travaille pour la préfecture de région Occitanie. Et Julien Latour, département des Pyrénées-Atlantiques. La salle aussi d'autres partenaires du programme. Ivonne Mendibelzua, gouvernement basque. María Jesús Amazabel, Gobierno Vasco. Marina Roncal, Gobierno de Navarra. Et voilà. Donc, vous verrez sur le site internet du POCTEFA, vous avez un onglet partenaire institutionnel et vous verrez tous les contacts, adresse mail, numéro de téléphone. N'hésitez pas à contacter les institutions qui concernent votre projet. C'est-à-dire, si vous avez un partenaire en Euskadi, n'hésitez pas à contacter les collègues du gouvernement basque. Donc, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ce qui vient de présenté? Oui, une première, savoir, on va présenter les différentes typologies d'actions. Est-ce que, en fait, quand on va développer un processus de collecte et de valorisation de données, souvent, il y a ces 3 compartiments qui s'emboîtent. C'est-à-dire qu'on va commencer par collecter de la donnée, voir les processus de recueil de données, les acteurs qui sont détenteurs de la donnée, les producteurs, les bases de données, et voir s'il y a un enjeu de suivi ou pas. Donc, c'est composante un peu observatoire, en lien avec les politiques publiques. Et puis après, il y a la valorisation de la donnée. Donc là, vous avez présenté les typologies d'actions assez compartimentées. Ma question, c'est est-ce que finalement, dans un même projet, on peut mixer les différentes typologies d'actions et embrasser finalement tout le processus de l'identification de la donnée qui va aider les politiques publiques jusqu'à la mise à disposition de la donnée dans un portail web carto qui sert à la fois aux institutionnels
et à la fois aussi aux acteurs des territoires. Alors, bien entendu, les trois sont complémentaires. On va pas préciser, mais voilà, dans un projet, on va dire structurant, il faudrait idéalement qu'il y ait les trois. Voilà, les typologies qui ont été présentées. Après, il est vrai aussi que sur un projet, si on prend l'exemple des petits projets, c'est difficile de toute chose. Bon. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a dû faire la distinction entre les trois, mais bien entendu, l'idée, voilà, c'est de les impliquer au maximum. C'est aussi pour ça que la modalité des petits projets est peut-être plus difficile à mettre en œuvre ici. Sinon, on va rester compartimenté juste sur une partie de l'observation. Ce qui est peut-être moins intéressant, parce que le plus intéressant, c'est effectivement d'avoir cette action intégrée d'un bout à l'autre de la chaîne jusqu'à la mise en valeur des données. Sauf si, par exemple, dans des projets précédents, tu concatènes beaucoup de données. Et finalement, la partie valorisation de la donnée, un web portail, un web carto, rentre dans le cadre de d'un micro-projet qui peut être à l'échelle transfrontalière et de valoriser toutes les données qui ont pu être collectées dans le cadre d'un projet précédent, un projet en cours ou dans la première phase d'un projet en cours qui serait déjà achevé. Et finalement, qu'on ait cette espèce de chevauchement, ouais, c'est aussi une possibilité. À partir oui, de données qui ont déjà été consolidées, compilées, ben voilà, de mettre à ligne via une plateforme. Pour autant que ce n'ait pas été prévu Dans le projet projet initial. Ouais, ouais. Donc, tu as une idée derrière la tête ou... Plusieurs, oui. Soit à partir de zéro, effectivement, et que concernant les forêts du massif des Pyrénées, il y a aussi cet enjeu de montagne, en fait. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle forêt, à l'échelle de la zone éligible, on intègre énormément de, de- de milieux différents, en fait, que ce soit de la plaine ou le littoral, la montagne, etc., etc. C'est vrai qu'on a toujours beaucoup de difficultés à pouvoir répondre à des questions très simples sur, je sais pas, la présence du sapin, enfin, départementalement parlant, régionalement parlant. On peut avoir, et encore, oui, régionalement, par les enquêtes de branche, par par toutes les données qui sont générées par les IFN, les inventaires forestiers nationaux, ou les déclinaisons régionales, mais avoir une vision de massif avec une information de base. Lorsque ça couvre plus de la moitié du massif, je pense que c'est une information assez intéressante à avoir. C'est une bonne illustration de projet qui peut être présenté. Mais c'est bien parce que ça permet d'illustrer un petit peu aussi. D'un côté, en décembre 2024, on a, dans le cadre du projet Red Bio, en réseau des gestionnaires d'espaces naturels, avec le projet Flora La Plus sur la flore rare et menacée de l'Est des Pyrénées et le projet Flora Pire pour la flore pyrénéenne. Il y a eu un comité de pilotage en synergie qui a été organisé des trois projets. Il y a des axes d'action pour faire converger en fait finalement les différentes approches de ces trois projets qui ont été identifiés à l'occasion d'une matinée de travail. Et finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal d'enjeux de regroupement de données de ces projets, donc c'est un peu en lien. Le levier on a déjà cette donnée où elle est en cours de production et ce type de projet pourrait faciliter à la fois la synergie interprojet, à la fois la valorisation de données qui seraient individuellement assez isolées, quoi, et de contribuer aussi aux enjeux de, de communautés thématiques voulues par la CTP sur d'autres communautés thématiques que celles qui sont mises sur les rails, telles que le changement climatique ou les risques, mais de pouvoir finalement poser les premières pierres
de communautés thématiques sur la biodiversité, les milieux naturels. Euh, Merci. J'avais posé cette question aussi au formulaire quand on nous a demandé si on avait des questions à poser sur les ateliers. J'avais évoqué la question des communautés thématiques aussi, pour voir s'il y avait ou bien des rapports déjà d'appel à projet ou des projets qui seront programmés ici avec les communautés thématiques existantes, ou bien s'il y aurait une communauté thématique spécifique de ces objectifs, de cet appel. Alors, pour le moment, sur Toctefa, il existe deux communautés thématiques, la lutte contre le changement climatique et la protection civile. Donc, si dans vos projets, vous avez traité des données qui sont en lien avec ces deux thématiques, oui, elles seront rattachées. Et vous serez invité à participer aux actions qui sont organisées dans le cadre de ces deux communautés. Et ensuite, pour le reste, il faudra attendre de voir les projets qui auront été générés pour savoir si il est pertinent ou pas de créer une troisième communauté. D'autres questions? Est-ce que la collecte de données peut être sur de l'espèce Perdona, un segundo. Es que si hablan tan flojo, allí no escuchan nada online. Y los que están online, los que no hablen tienen que apagar el micrófono. Es que los intérpretes no escuchan nada, no pueden hacer interpretación. Porque hay más ruido que... Donc, ce que je demandais, c'était de savoir si les collectes de données pouvaient être espèce-centrées, donc sur une espèce en particulier, ou est-ce que ça va être des choses plus globales? Alors, et si c'est des milieux, est-ce que ça, des habitats, est-ce que ça peut être aussi des habitats espèce-centrés? alors, rien ne l'interdit. Mais après, voilà, il faut garder à l'esprit que l'idée, c'est vraiment d'améliorer les politiques publiques. C'est vraiment le fil conducteur du projet. À mon avis, ça pourrait être pertinent dans un petit projet. Concrètement, voilà. Il faut que ce soit vraiment un lien avec. Il faut vraiment que ce soit un lien avec des administrations, des côtés de la frontière. Que ce soit vraiment au cœur d'une problématique qui soit vraiment mise en avant, en fait, dans le cadre des politiques de protection, notamment, qui soit portée des deux côtés de la frontière. Plus fort. Ouais. Et Jérémy surtout, plus fort. Merci. D'autres questions, idées de projet? Idoia. Idoia Arauzo, coordinatrice de l'unité de dynamisation et développement du territoire de la CTP, de la Communauté de travail des Pyrénées. Et, bon, nous, on a une idée de projet. Ça fait déjà un moment qu'on y travaille, presque 2 ans. C'est une idée d'observation territoriale et collecte de données généralistes pour tout le territoire POCTEFA qui servirait à élaborer le prochain programme POCTEFA 2028-2034, en gros. Mais pas que pour ça, ça servirait aussi à d'autres acteurs, collectivités du territoire, à connaître son territoire. On va commencer pour des données basiques comme la population, la démographie, comment évolue cette population dans notre territoire transfrontalier. C'est des données basiques, hein, mais on se rend compte que ça n'existe pas pour les territoires périmètre POCTEFA. Et à chaque fois, quand on a besoin de faire des diagnostics ou des choses, il faut aller chercher, piocher l'information à chaque territoire, l'harmoniser, l'additionner. Et nous, on va déjà travailler dans cette harmonisation des données basiques socio-économiques du territoire. On a déjà des contacts, des rapports et même des engagements avec tous les instituts de statistiques du territoire POCTEFA. Donc, ça veut dire du côté espagnol, et on a des instituts publics, des agences publiques de statistiques régionales, les communautés autonomes. Donc, les Pays Basques, ça s'appelle l'Eustat.
de Navarre qui s'appelle Nastat et de la communauté autonome d'Aragon. On a l'Institut géographique, cartographique qui travaille ensemble avec l'Institut des statistiques. Et ensuite, pour la Catalogne, IDESCAT. Et pour la France, c'est l'INSEE, l'Institut national de la statistique, qui seront partenaires associés. Et pour l'Andorre, le département des statistiques de l'Andorre, qui seront aussi partenaires. Et donc, ça pour l'instant, les premiers indicateurs seront, comme je dis, la population démographie, mais en deuxième, on va travailler sur les travailleurs transfrontaliers. Et, euh, et oui, ça c'est un peu plus complexe parce que cette information n'est pas seulement dans les agences de statistiques, mais parfois c'est la sécurité sociale ou d'autres organismes. Et pour cela, il va falloir travailler aussi sur la gouvernance, justement, et collecter ces données et les travailler, les traiter. Et ensuite, on va travailler sur un géoportail qui sera accessible à tout le monde. Au futur, on voudrait que ces projets soient au long terme, vraiment, et rajouter d'autres couches d'informations au futur, soit des services publics, de l'environnement ou d'autres sujets, de l'économie, évidemment, le tourisme, ou même des flux des marchandises ou des flux de visiteurs. C'est aussi un peu plus complexe et de travailler, faire l'analyse des flux et des évolutions des données, c'est plus complexe. Pour l'instant, on commence pour la photographie, pour voir qu'est-ce qu'on a et travailler sur cette gouvernance avec tous les instituts de statistiques et savoir qui a l'information à chaque fois. Et donc, c'est un projet à long terme qu'on voudrait démarrer avec cet appel à projet. Et donc, bon, bon. S'il y a des questions, je ne sais pas si j'oublie quelque chose important. Qui est le promoteur du projet? La CTP sera le chef de file, la communauté de travail des Pyrénées. Et avec ces partenaires que je viens de dire. Et on a déjà aussi quelques partenaires associés confirmés. C'est la MOT, c'est la mission opérationnelle transfrontalière qui s'occupe, qui suit un peu ce qui se passe dans toutes les frontières en France et qui participe déjà à d'autres observatoires de territoires ailleurs, pour les zones des Alpes, financées par le programme Alcotra et d'autres zones. Et donc, ils sont une belle expérience qui vont nous accompagner aussi. On a aussi l'Eurorégion Nain, Nouvelle-Aquitaine, Euskadi, Navarre, qui ont travaillé sur le travail transfrontalier. Ils ont aussi cette expérience. Et, et on a des rapports avec le Joint Research Center et un institut avec la Commission européenne et un centre de recherche en Italie qui travaille sur l'urbanisme, la planification, l'aménagement du territoire et qui travaille sur un hub, une plateforme de données statistiques de toutes les frontières en Europe et qui sont intéressés à des données un peu plus raffinées et précises. Et c'est complémentaire, on a des rapports avec eux aussi. Et donc, ce projet, une première question, il répondrait donc à la typologie d'action, donc création d'un observatoire, donc avec de la collecte et du traitement de données. Et derrière, donc, vous ne prévoyez pas, du moins dans un premier temps, la création d'un portail de données ouvertes. Si, le géoportail sera aussi, oui, ça serait intégré dans ces projets de début. C'est déjà la méthodologie de travail avec tous ces instituts et la production des données, la collecte, et traitement et production des données et la mise en service, en public d'un géoportail accessible à tout le monde. C'est ce qu'on
on n'envisage pas pour l'instant, peut-être c'est plus les études, rapports, diagnostics pour l'instant dans ce projet-là. Et ça, mais pour cela, on va créer un comité du SAGER, là où s'il y a des collectivités, des représentants, ils souhaiteraient y participer, ils peuvent nous faire la demande ou s'approcher de nous parce qu'on voudrait que ce géoportail, ces données seront utilisées, seront utiles pour les acteurs. Et donc, on va échanger avec les collectivités pour savoir quels les indicateurs et comment on peut fournir des données pour améliorer la capacité des administrations publiques. Ouais, en gros, on voudrait vraiment répondre aux trois sous. Voilà, oui, Erika Page de la CTP, collègue d'Idoya, pardon, et à ces trois sous-objectifs, en fait. Essayer vraiment, et que ce soit pérenne, forcément, pour que ce géoportail dure bien au-delà du projet et incorporer d'autres données sur le long terme. Voilà. Peut-être un complément, souligner le côté de ce comité consultatif dont tu parlais, où effectivement, vous allez consulter les autorités publiques qui sont utilisatrices de ces données-là. Et donc, elles sont intégrées dès le début du projet. Ça évite de partir dans une direction qui, en fait, ne serait pas pertinent parce que ça ne collerait pas aux attentes des autorités publiques. Donc, effectivement, quand vous réfléchissez à vos projets sur cet axe-là, pensez à associer le plus tôt possible les futurs utilisateurs de votre proposition. Bon, on a une question en ligne. Ouais. Peut-être qu'on peut laisser la parole. Monsieur Amefar. Si les collègues qui sont en ligne nous entendent. Sí, porque eres del grupo, a ver, eres del grupo de Pilar, es la de Pilar Marco. Sí. Es que había una mano levantada, la de Josué Mesa. Sí, ¿se me escucha? Sí. Sí, adelante. Vale, gracias. Bueno, había enviado la pregunta por email, o perdón, por chat, pero la repito de viva voz. El proyecto que tengo en mente sería una recogida de datos de audiencia de ambos lados de la frontera. Hoy en día hay empresas que recogen datos de audiencia en un estado y en otro estado, y también a nivel regional. Como digo, sería recogida de datos, recogida, creación de observatorio y acceso público de esos datos de ambos lados de la frontera. Mi pregunta tiene que ver con la pertinencia. Dado que hoy en día las administraciones públicas tienen políticas de comunicación bastante, yo diría que bastante débiles, entiendo que en primera instancia y a corto plazo, los principales beneficiarios de estos datos serían los medios de comunicación. Pero entiendo también que a medio plazo la existencia de este conocimiento podría facilitar y promover que las administraciones públicas desarrollasen políticas de comunicación más firmes. Entonces, no sé si sería pertinente proyecto de ese tipo. Gracias. L'objectif principal, c'est vraiment de répondre à l'objectif spécifique du programme, qui est celui d'améliorer les politiques publiques. Donc, tout dépendra donc, vous allez rédiger Parce que là, on est plus sur un projet qui
qui en fait s'adresse à la population, aux habitants de ce territoire-là. Alors, effectivement, le projet, il a une certaine pertinence, hein, on l'entend. Est-ce qu'il rentre dans cet objectif-là? C'est quelque chose, moi je serais un peu précautionneux sur votre proposition dans ce cadre-là, hein, précisément. Mais je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on discute, voilà, c'est un sujet qu'on doit rediscuter peut-être ensemble plus précisément et voir comment ça s'inscrit, Jérémy, comment ça s'inscrit sur voilà, une politique transfrontalière sur la question de la communication, de la diffusion des différents médias de la zone. Donc, oui, peut-être, mais à mon avis, à creuser un peu plus précisément ensemble pour pas vous laisser partir dans une direction qui, au final, voilà, ne correspondrait pas à ce qui est attendu dans ce bloc-là. J'ai une question concernant justement, vous avez cité les bénéficiaires finaux, vous avez parlé d'institutions publiques. Donc, je me présente, je m'appelle Fernanda Barrientos, je suis ingénieure de projet européen à la commune de Toulouse. Donc voilà, on porte aussi une information et une aide à l'écriture des projets aussi avec voilà, les établissements avec lesquels on travaille. Et donc, quand vous dites bénéficiaires finaux, on peut aussi donc envisager un type de projet, quelque chose qui associe donc des universités publiques avec une autre institution, admettons, je sais pas, territoriale ou autre. Parce que voilà, nous, on travaille beaucoup avec des chercheurs, avec des laboratoires, etc. Donc voilà, on se demande un petit peu comment on peut donc associer en fait dans les partenariats les labos, les centres de recherche qui sont peut-être aussi moins en contact avec les institutions publiques aussi. Ouais. Ce trait d'union, moi, il me semble intéressant, effectivement, comment voilà, un produit de recherche, en fait, quelque part, va venir impacter ou va venir enrichir une proposition d'une institution, d'une administration, qu'elle soit collectivité locale ou administration au niveau État. Donc, c'est quoi votre idée finalement de cette... On n'a pas spécifiquement d'idée parce que voilà, on attend un petit peu aussi de savoir qu'est-ce que vous attendez en fait finalement de ces types d'institutions comme des labos de recherche, des choses comme ça, pour qu'après on puisse voilà, bien expliquer de comment ça va fonctionner ensemble, parce que du coup là les bénéficiaires finaux ce ne sera pas les populations directement, mais c'est plutôt les institutions publiques. Donc, comment leur expliquer ce mécanisme-là, quoi, voilà. Quels sont vos arguments? Quels sont les arguments que je pourrais donner à nos chercheurs, justement, qui seraient intéressés pour ce type de projet? Mais, voilà. De se concentrer sur des thématiques qui concernent les politiques publiques, tout simplement. Ça peut être, par exemple, ça dépendra des universités, mais ça peut être sur l'environnement, sur les données socio-économiques, sur quoi d'autre? Sur la culture, par exemple, linguistique, tout ce qui touche en fait aménagement du territoire, c'est important. C'est clair, en recherche, les thématiques, elles sont voilà, elles peuvent être voilà, diverses, ça couvre un peu. c'est sûr. Donc finalement, voilà, des thématiques qui couvrent les politiques publiques. Ok, c'était plus effectivement sur la question des bénéficiaires finaux pour que ça soit bien clair, pour voilà, c'était plus ça. Et l'idée, si possible, voilà, donc, si vous avez travaillé avec un consortium d'universités ou centres de recherche, mais il faudrait peut-être associer les institutions concernées. Tout simplement. Donc, agences publiques, ministères. Puisque ça, c'est une chose qu'on peut préciser aussi. Hein. Donc, le territoire éligible, c'est la zone POCTEFA. Mais vous pouvez aussi associer, par exemple, un ministère qui serait situé à Madrid ou Paris sans problème. L'objectif final, en fait, voilà, c'est qu'ils travaillent pour le territoire. Mais ils peuvent avoir leur siège situé en dehors de la zone POCTEFA. Et à mon avis, ça va vraiment avoir toute son importance sur cet objectif. Muchas gracias a ti, Pilar. Gracias. Est-ce qu'il y a une question en ligne? Moi j'ai juste un complément à rajouter. Je suis en Natacha et je pense qu'il est important, et tout à l'heure vous évoquiez une base de données démographique, etc., sur le projet, pour le prochain POCTEFA, et je pense qu'il est important de consulter les usagers, effectivement, les usagers finaux, donc ils vont définir les politiques publiques, mais également la recherche, à mon avis, parce que justement,
les chercheurs en face. J'espère, j'ose espérer que ça n'est pas étanche entre la recherche et la mise en pratique ensuite des politiques publiques. Donc, je pense que c'est vraiment important de consulter à la fois les institutions politiques, mais aussi les institutions de recherche académique en général. Ouais, c'est un peu le principe de ces programmes de coopération territoriale européenne, c'est de faire aussi le pont entre des choses qui sont à un niveau recherche et comment on va les mettre en œuvre sur le territoire. Donc ça, c'est des aspects qui sont importants dans ce type de programme. Donc, il faut bien de le rappeler parce qu'effectivement, c'est important. En France, le problème qu'on a, c'est que les bases de données, de l'INSEE notamment, sont trop conçues uniquement pour les politiques publiques et peu adaptées et moins faciles à utiliser pour la recherche. Et pour le privé aussi d'ailleurs. Donc ça, c'est peut-être un lien avec les collègues de la CTP, effectivement, des choses. Mais là, si je comprends bien, c'est plutôt le problème inversé, en fait, finalement, puisque c'est l'université ou le centre de recherche qui va produire de la donnée, peut derrière bénéficier aux politiques publiques. Et pas l'inverse. Même si vous vous servez des données. On fait de la recherche en transport, par exemple. D'accord. Et on manque de données. Et c'est pas nous qui pouvons produire, ce sont les organismes qui peuvent produire, et donc les géoportails, ce type d'outils qui pourraient être très utiles justement pour définir des politiques locales beaucoup plus adaptées. Et aujourd'hui, on n'a pas ce genre d'outils. Et quand on écrit un article de recherche, dans mon domaine en tout cas, l'objectif c'est justement à la fin d'arriver à faire des recommandations de politique publique. Après, son sujet ou pas, mais. Voilà. Vous êtes utilisateur potentiel, mais avec un impact sur les politiques publiques derrière. Des questions en ligne, peut-être? Questions ou présentations d'idées de projet. Hein. Profitez-en. Il y a le secrétariat conjoint, il y a les partenaires à peu près tous les territoires. On est à votre écoute. Pardon, je ne me suis pas présenté tout à l'heure à première prise de parole. Donc, Sébastien Chourin, directeur de Forespire. Donc, vous l'avez compris, prête de la forêt dans le massif des Pyrénées. Je crois sur la notion d'observatoire, il y a un enjeu, vous l'avez abordé, peut-être qu'on peut creuser un peu sur la pérennité en fait, des observatoires, parce qu'on sait d'expérience qu'on peut avoir l'envie, l'opportunité, la bonne idée de vouloir créer un observatoire et de définir des indicateurs qu'il est ensuite compliqué, coûteux de suivre à long terme. S'agissant de la forêt s'inscrit dans le très long terme, ce qui fait qu'effectivement, on choisit nos indicateurs avec beaucoup de précautions, parce que des fois, on peut s'engager sur des suivis d'indicateurs qui s'appliquent sur le temps forestier, donc c'est très très long. Et est-ce qu'il y a bon, je le mets sous forme de question, mais c'est aussi sous forme d'échange, cette notion de, comment dire, de serrer un peu, d'arriver à encadrer cette notion de pérennité, d'engagement de pérennité ou d'accompagnement de pérennité est-ce qu'il y a un regard, une vigilance accrue sur le fait de pouvoir garantir le suivi d'un certain nombre d'indicateurs ou à minima de choisir des variables qui ne nécessitent pas une mise à jour annuelle ou bisannuelle, parce qu'on sait très bien que c'est compliqué, c'est pas impossible, hein, mais que c'est compliqué, euh, à la fois à la fin du projet, d'intégrer le suivi d'indicateurs dans les missions quotidiennes des agents qui ont mis ça qui ont mis ça en place. Donc cette notion de pérennisation d'indicateurs, parce que clairement le mot observatoire sectoriel est inscrit noir sur blanc, donc il y a cette notion d'observation et donc à long terme, enfin tout du moins on peut le présupposer, mais est-ce que ça a été, de quelle manière est-ce que ça a été envisagé, pensé ou... Après, c'est difficile effectivement de juger de la pérennité d'une proposition. Mais après, on a un faisceau de critères d'analyse, hein, quand on fait les structures, mais ça, on le fait sur
les appels à projets. Donc, on va regarder plusieurs critères qui vont nous conduire à avoir un avis sur oui, ça paraît pérenne, ou non, ça ne l'est pas. Voilà, on va regarder les capacités du porteur de projet, on regarde son partenariat, on regarde si derrière il y a vraiment des autorités publiques, si, voilà, si par exemple tu présentes quelque chose sur la forêt que la DRAF dit mais non, mais ça ne nous intéresse pas, bon, ben, voilà. Donc il y a tout un faisceau de critères. En général, on regarde qu'il n'y en ait pas trop, par exemple, tu parles des indicateurs qui vont être suivis, de la donnée qui va être suivie. On regarde que ça va pas être quelque chose de démesuré, parce que ça donne aussi, on se dit, ben, voilà, ça paraît raisonnable en termes de proposition. Donc, c'est tout un faisceau de critères qu'on va analyser. Mais ça aussi, on les change au moment de la construction des projets. Hein. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous. C'est un peu rodé, mais je parle pour ceux qui ont moins l'habitude hein, d'avoir des échanges. On est plusieurs dans le partenariat. On peut avoir des échanges pour vous accompagner à construire quelque chose qui va tenir la route et qui va répondre aux attentes du programme et des territoires. Parce que sinon, tout le monde est perdant au final. C'est un critère classique qu'on regarde dans tous les projets, puisque c'est quand même une exigence de pérennité par rapport à ces financements européens, et peut-être encore plus sur ces projets-là d'observation qui ont vocation à durer. Et la difficulté qui va être de tous les porteurs de projets, c'est quelles mesures on va prendre, ou qu'est-ce qu'on va mettre en place pour essayer d'assurer la pérennité de notre observation. Ça, c'est un peu le défi que tout le monde va devoir relever. Et voilà, et en plus de ce que disait Sébastien, on essaie de regarder les mesures concrètes qui sont prises, qui sont envisagées voilà, dans les dossiers. Même si c'est toujours difficile à juger quand on lit un dossier. Bon. Ça va être un défi collectif. Après, on a une petite expérience et voilà, la poudre aux yeux, ça ne marche pas forcément. C'est vrai que finalement, enfin, nous, on a, pour illustrer, on a les deux aspects. En fait, on a l'aspect indicateur annuel de l'évolution des dates de débourrement, donc de quand sortent les feuilles des bourgeons, pour suivre l'impact du changement climatique sur la forêt, et donc la réponse des arbres à ces changements de rayonnement, de température, etc., etc. Et ça, typiquement, c'est des personnes qui vont sur le terrain pendant cette semaine, chaque année, du printemps jusqu'à la fin de période de végétation, et qui observent des arbres qui sont fixes et qui font remonter systématiquement ces données à l'échelle de toutes les placettes qui font partie et qui alimentent l'Observatoire pyrénéen du changement climatique. Et donc ça, typiquement, ça demande un effort de mesure assez important. C'est coûteux en temps, en argent, etc. Et puis à côté de ça, il y a des indicateurs qui peuvent être, comment dire, qui peuvent provenir de données qui sont déjà disponibles sur l'échelle européenne, soit à des échelles nationales, mais qui pour autant ne sont jamais traités à cette échelle un peu particulière d'échelle de massif des Pyrénées. Et typiquement, nous, ce qu'on a utilisé, c'est le réseau du suivi des écosystèmes forestiers européens. Donc, c'est un maillage de placettes. Enfin, c'est des placettes situées sur un maillage de 16 km par 16 km et qui sont suivies par les organismes des administrations, des organismes d'État européens. Donc, finalement, on récupère cette information-là. Et je crois que c'est ça, non? Un proxy ou quelque chose? C'est ça, hein. Je ne suis pas très bon là-dessus. Et donc, finalement, ça permet d'avoir une analyse à l'échelle du massif des Pyrénées et de sortir, ce qu'on disait, ce qu'on dit dans les attendus, c'est d'avoir des analyses spécifiques au massif, mais finalement provenant de données qui sont disponibles. Donc, ces deux approches-là, elles sont assez intéressantes à combiner, je trouve. Notamment dans une logique de diminuer les ambitions en termes de catalogue d'indicateurs à suivre sur 60 ou 90 ans. En complément de ce qui a été dit par les collègues sur les questions de pérennité, ben, il y a aussi la possibilité tout simplement de dire dans la candidature, vous verrez, il y a un encart spécifique à la durabilité et à la pérennité. Et de préciser par exemple pour tout ce qui va être portail de données,
partenaire s'engage à assurer l'hébergement du portail, son maintien et son actualisation après la fin du projet. Ça, déjà, c'est engageant. C'est très engageant. Bon, mais, je vois ce que je veux dire. Voilà. Après, derrière, effectivement, il y a tout un faisceau d'indices qui vont montrer si c'est sérieux. Et ça va permettre de répondre à une des questions que j'ai vues sur le chat, sur la possibilité de financer une suite dans un autre projet Poctefa. Donc oui, c'est tout à fait envisageable, mais par contre, il faut savoir qu'on arrive là en fin de programmation, qu'il n'y aura plus d'appel à projet avant la période 2028-2035. Donc rien ne dit que derrière, on a à nouveau un appel objectif Interreg. Après, le mieux, c'est quand même de s'appuyer sur quelque chose, de ne pas compter simplement sur un financement pour TFA pour faire vivre l'outil. C'est trop hypothétique, hein. Donc voilà. Et après, vous assurer qu'effectivement, ça peut être un complément. Mais ce n'est pas ça qui va assurer, pas compter sur ça pour assurer la pérennité du projet. Il y a une question. J'ajouterais, moi, sur ce plan-là, j'ajouterais que il y a peut-être des, il y a peut-être, ça a été évoqué, il y a peut-être des projets déjà en cours, des données qui manquent d'être utilisées, qui pourraient être utilisées à travers celui-là, cet appel à projet. Mais pour autant, il faut faire bien attention. Voilà, s'il y a eu des projets déjà programmés au premier appel, par exemple, il faut quand même bien justifier pourquoi on vient se présenter à un nouveau financement maintenant. Parce que il y a déjà un financement en cours, le projet il est en train de se dérouler, donc voilà, il faut avoir une certaine prudence par rapport à ça. Et ça peut être pertinent, je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais déjà peut-être le faire savoir au partenariat, qu'on envisage ce nouveau projet, et bien expliquer dans le dossier pourquoi on se représente déjà à un nouvel appel alors qu'on n'a pas fini le précédent projet. C'est arrivé. Il y a d'autres questions dans le chat. On va donner la parole à Bastien Navio de l'agence d'urbanisme catalane. Les questions d'avant, je pense qu'on y a répondu. Alors désolé, parce qu'on vient de se rendre compte qu'on pouvait voir le chat là maintenant. On vous donne la parole. Monsieur Navio, vous pouvez prendre la parole ou vous voulez qu'on lise votre question? Mais ce qui était intéressant, c'est que vous avez une proposition. Bonjour, excusez-moi, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, mon collègue n'a pas le micro, c'est Thomas Knoblauch, du coup, je suis chargé d'études à l'agence d'urbanisme catalane. Je travaille sur la mobilité et on est en train de préfigurer un observatoire de la mobilité. Et on se posait la question si cet observatoire était à l'échelle transfrontalière, ce qui est dans notre objectif, si ça pouvait rentrer et répondre aux actions du bloc 1. Et vous allez traiter quel type de données pour la mobilité? C'est des données sur la mobilité, sur les déplacements domicile-travail, sur des données sur la logistique, sur enfin, toutes sortes de données qu'on a en stock sur la mobilité et potentiellement aussi créer de nouvelles données à travers des enquêtes. Ça me semble très pertinent, oui, ça répond totalement à l'objectif spécifique du programme. Après, c'est sur une échelle un peu plus réduite, que j'imagine au niveau de l'espace catalan, mais ça pose aucun problème. Ok. Et aussi, on pourrait aussi potentiellement intégrer l'Andorre dans le programme, dans l'observatoire. Très bien. Oui, typiquement, je pense que ça fait partie des sujets, comme de nombreux sujets, avec l'exemple de Jérémy sur la météo, où les données, où les observations s'arrêtent à la frontière. Or, on sait bien que, en particulier la question des transports, elle est primordiale de l'analyser en transfrontalier. Donc, je pense que oui, vous êtes en plein dans la cible. Donc ensuite, il y a une question voilà, sur savoir si on a fait une préanalyse des principaux défis transfrontaliers et sur les besoins d'information et de connaissances. Alors, pour répondre à cette question, c'est vrai qu'au départ, lors de l'élaboration du programme, on a fait ce qu'on appelle une étude, enfin une analyse des besoins du territoire. Voilà, donc on est parti de là. Mais comme l'a dit Idoia lors de son intervention,
à ce moment-là, on s'est quand même rendu compte qu'on manquait de données. Donc, effectivement, ça a été travaillé à l'aide des différents territoires qui composent voilà, le programme POCTEFA, mais ça n'est pas allé plus loin. D'où l'objectif de cet appel à projet, de faire remonter les besoins du territoire. Là, on n'est pas dans une approche descendante. Au contraire, on veut vraiment que ce soit les acteurs du territoire qui nous fassent remonter les besoins. Et l'objectif final, c'est bien d'avoir une description claire, enfin, d'avoir une vision du territoire, de ses caractéristiques et de ses dynamiques. Qui pourra nous aider du coup à rédiger le prochain programme. Pas que, mais c'est aussi cet objectif-là, c'est de nous aider à construire le prochain programme. Pour répondre à la question, s'il s'agit de seulement un recueil de données ou d'inclure la transformation des données de différentes sources, les deux. Et c'est même mieux si on a, comme on l'a dit au début de cet atelier, d'avoir plutôt différents bouts de cette chaîne d'analyse des données jusqu'à la transformation, voire la valorisation et la mise à disposition de ces données à différents acteurs. Donc les deux peuvent s'envisager, mais ça dépend de votre projet, de votre thématique. Question dans la salle. Oui, j'avais une interrogation. J'ai l'impression que les actions qui sont engagées dans le cadre de cet appel à projet, ça va aboutir à des créations d'observatoires thématiques. Est-ce que, enfin, il ne va pas y avoir du coup une multitude d'observatoires qui vont être créés, et ce qui va encore rendre la donnée encore plus difficile parce que chacun va avoir ses dispositifs d'observation. Et donc, je trouvais que l'idée justement de chapeauter un observatoire, on va dire, à l'échelle du POCTEFA, dans lesquels peuvent s'intégrer en fonction un observatoire sur la forêt, un observatoire, enfin moi j'interviens dans le tourisme et je pensais notamment aussi aux véloroutes, où on a un problème de recensement de données des équipements spécifiques vélo. Enfin, il y a tout un dispositif d'observation qui est en cours de réflexion là-dessus. J'ai vu que c'était les PO qui travaillaient sur la mobilité. Je pense que c'est aussi des problématiques départementales, communes. Enfin, j'ai l'impression voilà, que ça va être plein de projets. On va déposer peut-être des projets, plein d'observatoires, mais est-ce qu'au final, ça va être utile aux politiques publiques qui, dans une logique sur le vélo, par exemple, l'idée, c'est qu'on ait des programmes d'aménagement cohérents entre aux frontières, en fait, que ce soit département. Voilà, c'est juste une observation, une interrogation sur les observateurs. Deux choses. C'est que le filtre, donc, voilà, c'est les administrations qui composent la CTP, enfin la CTP, le POCTEFA, pardon, qui vont instruire le projet. Donc, ça va être les services de l'État, des deux États, les services des départements, des régions, donc ils vont pouvoir affiner, avoir la compétence et savoir si c'est vraiment pertinent pour le territoire et si ça répond aux politiques publiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a laissé une période de dépôt assez longue, jusqu'au 19 novembre. Donc ça va vous permettre de pouvoir contacter les différentes institutions là, qui sont autour de la table pour justement présenter les projets. Et c'est ensuite qu'on va pouvoir voir s'il y a des synergies entre certains et qu'on va pouvoir faire des rapprochements, des fusions, pourquoi pas, pour qu'il y ait des projets pertinents pour le territoire qui soient présentés. Après, l'enveloppe n'est pas démesurée. C'est aussi qu'il y a déjà le budget qui va déjà servir un petit peu d'aiguillage. Ce que vous dites est vrai aussi pour les autres appels à projets. En fait, on retrouve sur chaque priorité thématique des projets qui peuvent être complémentaires, concurrents. Oui, non, parfois des périmètres géographiques similaires. Je participe à une réunion. Je ne connais pas encore bien tout le... Le souci, c'est l'interopérabilité des données et les standards. Je vais noter une question sur est-ce qu'il y a des standards de modèles de données
et de la même manière, une garantie que les données qui vont être générées dans le cadre de ce bloc 1 puissent être largement diffusées pour éviter justement, mais ça c'est le job de l'instruction, éviter qu'il y ait des projets qui constituent leur propre base de données, ensuite qui soient un peu ficelés, voilà. Mais finalement d'avoir des standards et je sais pas moi, j'imagine que c'est possible, d'avoir des standards de base de données qui permettent de garantir au moins l'interopérabilité et d'avoir des outils, évidemment, peut-être d'acter le fait qu'on verse les données créées. C'est pas comme quand on fait un projet on finance un projet de desserte forestière. À la fin, quand on rend le projet de schéma de desserte, on rend un fichier un shape avec le tracé de la desserte qu'on doit. Avec ce genre de... Enfin, on va me laisser la parole à monsieur, mais juste pour préciser l'interopérabilité des données, effectivement, c'est une question centrale, parce que il doit y aller l'évoquer, hein, entre les différents instituts statistiques, mais voilà, on ne mesure pas forcément tout à fait les mêmes choses et de la même manière. Donc ça, c'est vraiment un enjeu qui doit permettre aussi de réunir ces projets-là. C'est comment on travaille ensemble des deux côtés de la frontière pour que ça fit un peu mieux, qu'on ait quelque chose qui soit utilisable des deux côtés de la frontière. Du coup, observable et comparable sur l'ensemble de la frontière. Monsieur, pardon. Javier Bartarrica, Iniciativas Innovadoras de Navarra. Estamos trabajando una propuesta para hacer un observatorio de la economía social de Nueva Aquitania, Navarra y Euskadi. Con las organizaciones representativas de la economía social en Navarra, que es ANEL, con Confecov en Euskadi y con la CRES Nouvelle-Aquitaine. La idea es recoger, por una parte, datos estadísticos sobre la economía social, pero no solo datos estadísticos, sino también buenas prácticas, localización de los actores, para que eso, digamos que estimule más la cooperación. Entonces, a partir también ahora Navarra acaba de aprobar el nuevo plan de economía social. Entonces, bueno, pues la idea es, no sé, bueno, un poco la pregunta es si eso encajaría en la idea, es decir, que no solamente fueran datos, digamos, estadísticos, sino que también se recogiera, digamos, otra información de valor añadido que pudiera servir tanto a las autoridades como a los propios actores de la economía social del territorio. Y la otra cuestión era un poco ligada con... nosotros llevamos muchos años trabajando la cooperación transfronteriza y de la misma forma que de alguna manera ha habido un cambio de políticas en el tema de las páginas web, de que no haya una página web por proyecto, sino que se estimule que las páginas web estén, digamos, colgando de los programas. Sería, creo, interesante que todos estos proyectos que se desarrollen, que terminen en un portal, de alguna manera estuvieran enlazados o recogidos, no sé, en un repositorio de datos de la CTP o del propio programa POCTEFA, ¿no? Porque eso también creo facilitaría mucho el uso posterior. Si no, digamos que cada actor tiene que... O sea, que es más difícil llegar a encontrar la información. Entonces, ir creando, digamos, ese gran repositorio de datos de pues en este caso, bien del programa o bien de la CTP. ¿Y cuáles serían los socios de este proyecto? La Asociación Navarra de Empresas Laborales, Confecop, que es la Federación de Cooperativas de Euskadi, y la CGES, que es la Cámara de la Economía Social de Nouvelle-Aquitaine. Y bueno, y luego, digamos, también serían socios las universidades públicas de los tres territorios, que serían los que harían, digamos, el trabajo más técnico de recogida y tratamiento de la información. Moi, je dirais qu'a priori, oui, il n'y a rien qui empêche ce projet de se présenter. Encore une fois, il faut qu'il soit bien en lien avec les politiques économie sociale et solidaire. Elles sont en général bien présentes dans les feuilles de route des politiques locales, notamment la région de Nouvelle-Aquitaine, de Navarre ou de Euskadi, je pense, pour ce qui concerne le territoire de ce projet. Donc a priori, oui, s'il peut venir alimenter ces politiques publiques sur l'économie sociale et solidaire qui se développent de plus en plus, et qui viennent aider, compléter, voilà, apporter quelque chose de pertinent et de nouveau, avec une véritable plus-value, de le faire aussi en coopération transfrontalière. Hein, c'est le fil conducteur de tous les projets POCTEFA, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler. Voilà, et de bien expliquer d'où est-ce qu'on part sur cette thématique-là, pourquoi elle est pertinente en transfrontalière, pourquoi
effectivement, il est nécessaire de faire cette analyse en transfrontalier. Bon, je rappelle un peu des évidences, mais parfois, c'est pas toujours bien expliqué dans les projets. Una pregunta en el chat. ¿Se puede identificar la persona que ha hecho la pregunta sobre economía social? Javier Baztarrica, de Iniciativas Innovadoras, pero representando aquí a la Asociación Navarra de Empresas Laborales, ANEL. Je ne sais pas si vous avez bien entendu la réponse, mais sinon vous poserez la question. On répète. Question dans le chat. Autour de la table, est-ce que... D'autres idées de projet? Oui. Ouais. Nicolas Falsa pour l'Office public de la langue occitane. Et donc, nous, on réfléchit à porter, avec notre homologue de l'Office public catalan, un observatoire des langues romanes pyrénéennes pour améliorer la connaissance autour de la pratique des langues minorisées sur la chaîne pyrénéenne et pour nourrir les politiques publiques, que ce soit... on réfléchit à deux pans, ça va être là que je vais avoir plutôt une question. On aurait un pan très sociolinguistique sur produire de la donnée autour de la pratique de la langue, des représentations de la langue, et un autre pan plus autour du recensement des acteurs qui font vivre la langue, des recensements de ce qu'on appelle les foyers de langue, donc les endroits où la langue vit dans l'espace public, ce qui nourrirait plutôt les politiques publiques sur leur relation aux acteurs, sur la possibilité de porter des projets communs transfrontaliers, puisqu'on est ici sur des langues donc, du bloc roman, donc des langues proches en termes de structure, et donc on peut tout à fait imaginer des politiques transfrontalières de valorisation de la langue. Est-ce qu'on peut partir sur ces deux pans-là, ou est-ce qu'il y a un pan plutôt le pan plutôt sur la linguistique, ou le pan plutôt sur les acteurs qui semblent prioritaires au vu de l'objectif? Le pan sociolinguistique, repréciser les données très sur la pratique de la langue, le nombre de locuteurs, les représentations de la langue en fonction des langues concernées, en fonction des territoires. Et du coup, on parle de quel périmètre? Alors, on parle de l'occitan, du catalan et de l'aragonais. Et donc là, quand vous dites le partenaire catalan, c'est... L'Office public de la langue catalane, notre homologue, donc on se porteur. Et ensuite, voilà, en fonction de l'orientation, plutôt s'orienter vers les instituts de statistique ou vers les universités en tant que partenaire associé. D'accord. Et les partenaires publics côté Catalogne, Aragon? Oui, aussi. Alors pour l'instant, on n'a pas de définitif, mais oui. Aussi. Moi, les deux volets me paraissent intéressants. Hein. Ouais. C'est complémentaire. Oui. Faire quelque chose d'un peu étoffé. Oui. Vous êtes allié du coup avec le conseil régional ici? Oui, on a échangé déjà. Oui. La région publique de la langue occitane, c'est un programme de télépublic et les deux régions sont membres. Nouvelle-Aquitaine et Occitanie sont membres de la gouvernement. Question dans le chat? Non, c'était une réponse. Pardon. D'autres idées de projet dans la salle ou en ligne? Après, si vous avez des questions d'ordre administratif, n'hésitez pas. Si les collègues du secrétariat conjoint sont présentes. Le formulaire de candidature, ce sera exactement le même que les composantes, avec quelques spécificités, j'imagine. Il sera vraiment très similaire. C'est le même. C'est le même. Alors, si vous connaissez déjà la plateforme SIGEFA, c'est un grand atout. Et le formulaire sera quasiment le même. Dans cet appel à projet, il y aura un annexe à remplir qui porte justement sur les blocs d'action auxquels répond votre projet. Et sinon, la grande spécificité du formulaire, c'est que lorsque vous entrez, il faut tout de suite choisir la modalité si vous êtes dans les petits projets ou dans les projets classiques. Ça, c'est important de le savoir dès le départ. Et c'est tout. Sinon, c'est...
J'imagine que pour le budget, c'est la même chose. Pour le budget, oui, et le plan financier, ce sera le même formulaire. Les mêmes règles. Alors, dans cet appel à projet, on ne peut pas présenter d'infrastructure, de dépenses d'infrastructure. Et sinon, oui, les règles sont les mêmes. Elles diffèrent pour les petits projets et pour les projets classiques. Ça, on le verra tout à l'heure. On va retourner dans l'hémicycle et il y aura de nouveau une petite présentation de l'appel à projet sur les aspects justement des dépenses éligibles et sur l'aspect pratique de la préparation de la candidature. Plus le webinaire la semaine prochaine. Et exactement, le 19, un webinaire dans lequel on rentrera avec les discussions. Et après, de toute façon, vous êtes à On est disposition disponible, bien sûr. pour les questions administratives, sur les questions que je pose, ce sera plus le programme. Mais oui, Voilà. toujours rappeler que, voilà, que ce soit le secrétariat conjoint ou les autorités présentes dans le programme, on est vraiment à l'écoute et échanger avec vous sur la construction du projet. Ne partez pas seul. Et pour contacter le secrétariat conjoint, s'il y a des personnes nouvelles dans la salle, l'adresse c'est info2127@poctefa.eu. Vous l'avez dans le texte de l'appel à projet. Vous pouvez le retrouver sur le site Poctefa. Je pense que vous l'avez aussi sur le petit livret. Des questions techniques sur le contenu de l'appel à projet, sur la plateforme CGFA, parce que c'est cette plateforme Internet, la première fois qu'on utilise pour poser des questions. Voilà. Il nous restera un agent, parce qu'il y a de l'eau, du café. Bon, après, on peut échanger formellement aussi sur ça. Et on l'a pas précisé, mais après, si vous avez aussi des idées de projets et que vous êtes à la recherche de partenaires, on est également là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, sur le site web de Poctefa, vous trouvez aussi, il y a aussi un onglet qui vous permet de rechercher des partenaires. Alors là, vous trouverez les personnes qui sont inscrites sur la plateforme, qui ont inscrit leur organisation et leur projet. Mais après, il est vrai qu'auprès des partenaires institutionnels, vous avez peut-être accès à plus de contacts. Je retiens l'idée de Javier. On retrouve les différents projets. C'est vrai que c'est le but du Capitefa, le site de capitalisation des projets Poctefa. On les retrouve dans les projets classiques, on va dire. Et peut-être effectivement, je ne sais pas, tant qu'on y réfléchisse avec le secrétaire conjoint et les partenaires, sur la manière de mettre en visibilité ces projets liés à l'observation. Un catalogue de métadonnées, un peu comme Data Oui, il y aura quoi, il y a où aussi... tu as tes filtres, et je cherche environnement, économie sociale et solidaire, et après tu as la typologie, la projection. Ça va être le même enjeu pour les projets sur la résolution des autres obstacles, enfin, sur les autres blocs, on va avoir la même problématique pour les mettre en lien, et synergie entre ces projets et les visibilité. Tu as les deux niveaux, je pense. Tu as le niveau, comme on disait, comment dire, en gros, tu as déposé toutes tes données, ce catalogue qui permet après, avec des filtres, de pouvoir avoir accès à la donnée qui a été créée dans le cadre de cet appel à projet, et finalement peut-être dans le cadre aussi d'autres projets Poctefa, une espèce d'annuaire de métadonnées, où tu as juste l'information, où est-ce que tu peux aller les récupérer, quelles sont les données, quels sont les propriétaires de données, etc., etc. Et puis après, il y a la partie synergie, c'est qu'est-ce que plus dans le projet, quoi, qu'est-ce que ça a apporté, les analyses, les résultats, les livrables qui sont disponibles, etc. Avec un moindre coût, peut-être une espèce d'annuaire ou un catalogue de toutes les datas qui sont générées, c'est vraiment intéressant. Hein. C'est un vaste programme. Et je pense qu'il peut nous donner du contenu et de la matière pour préparer le futur Poctefa. Ça fait vraiment partie des enjeux auxquels il faut qu'on arrive à répondre
de s'appuyer sur toute cette matière, ces projets, ces stratégies de transfrontalière, enfin, tout ce que les projets peuvent produire, et je pense qu'on ne peut pas suffisamment. Il vous reste un quart d'heure, alors n'hésitez pas. Sinon, on peut aller prendre un café. Donc, on clôture cet atelier. Merci pour votre présence. Il y avait une autre question? Non? Si. Oui. Je travaille pour le groupe La Poste, pour une entité direction qui s'appelle La Poste Santé Autonomie. On a la capacité à aller vers les populations pour aujourd'hui informer, repérer, questionner. Donc, on sait le faire sur le versant français. Est-ce que vous identifiez comme ça que vous pourrez être un vecteur de collecte de données sur une thématique de santé publique sur un projet pour CLEFA? Et si oui, il faudrait qu'on cherche effectivement un partenaire côté espagnol en Europe pour avoir une équilibre d'action. Moi, je dirais oui. Après, il faudrait demander aux collègues espagnols s'ils identifient un peu le même. Je ne sais pas si vous avez ces mêmes services. C'est quand même les Correos également. Ouais. Correos, ils ont un peu la même. Non, pas. Sur le 1 des verts, ils ne vont pas jusqu'au nouveau service facteur. C'est comme ça, donc ça va pas. Ouais, pour le coup. Ouais. Je me tourne un peu vers les collègues. Sur la priorité, enfin, on a une priorité du POCTEFA qui répond à ces enjeux sociaux, de santé, sociaux. On a, là, le deuxième appel à projet est passé, il y a eu plusieurs projets sur ces questions-là, autonomie des personnes âgées, accompagnement notamment en zone rurale, pour répondre aux enjeux de solidarité intergénérationnelle, des personnes, de lutte contre l'isolement. Enfin, voilà, donc on retrouve souvent cette thématique. Voilà, donc là, elle sera abordée sous un prisme un petit peu nouveau, de mieux connaître peut-être les besoins dans les territoires. Donc là, voilà, il faut qu'on explore un peu plus précisément votre idée, qu'on identifie des partenaires voilà, sur le long de la chaîne des Pyrénées et chez nos collègues espagnols. Voilà, il y a un travail à faire. Mais a priori, pourquoi pas? A priori, pourquoi pas. Mais si c'est pas sur, alors même si c'est sur un plus long terme, mais si c'est pas sur cet appel à projet qui est un peu spécifique, ça peut très bien sur quelque chose de très opérationnel, ça peut très bien se réfléchir pour la prochaine programmation si on a toujours ces objectifs qui sont repris dans le programme. Par contre, excusez-nous, on n'a pas bien compris. Vous êtes donc de La Poste? Oui. D'accord. Et au-delà donc de La Poste en soi, c'est quoi exactement le service? Voilà, parce que. C'est une direction qui serait La Poste Santé Autonomie, où on intervient sur des sujets de prévention, d'information et de repérage des fragilités sur des thèmes de politique de santé. Le programme ICOP, par exemple, nous travaillons avec l'IHU, ici, Jérôme de Paul de Toulouse. Ça peut être un questionnaire, un prédiagnostic sur les risques de chute à domicile. Vous voyez, en fait, c'est mobiliser les facteurs de proximité, de confiance vers une population avec un questionnaire bien défini. Et généralement, on ne fait pas de la data, on ne va pas aller chercher de la data pour aller chercher de la data, mais plutôt pour avoir une action de fléchage vers un acteur, un partenaire, un professionnel de santé ou du médico-social pour avoir une action derrière curative ou de prévention. Donc, Correos en espagnol. n'arrive pas du tout, mais vraiment Non. pas du tout cette fonction-là. C'est pour ça que je vous faisais répéter, en fait. Imagino que habrá otros organismos que se dediquen a este tipo de cosas, pero Correos, desde luego, no. On identifie plus aussi un partenariat avec peut-être la Croix-Rouge qui pourrait avoir ce rôle-là, versant espagnol peut-être. Servicios sociales. Bueno, la Cruz Roja también tiene servicios de acompañamiento a personas que están solas. Pero... Y otras entidades, cada región, es que cada comunidad autónoma es diferente también. Cada ayuntamiento. Sí.
Hay un proyecto aprobado en la primera convocatoria que se llama Transislab, que es liderado por el gobierno vasco y que uno de los temas que trabaja es el acceso, digamos, eso mismo que estáis planteando, pero realizado por personas de terreno que van a visitar a las personas en sus casas y que se está haciendo con carácter piloto en algunos territorios de Navarra, de Euskadi, de Haut-Pyrénées y de Pirineos Atlánticos. Transislab. Acceso a servicios públicos. Se trata de identificar la fragilidad de las personas que viven en su domicilio. Ahora mismo en Octeva, bueno, tengo tres en mente: Transislab, otro que se llama CIMED, CI como merci mais en verlan. Y el tercero se llama Co-Bien, avec un trait d'union. Et si vous souhaitez, on peut vous passer les contacts et des informations. Merci bien. Je vous en prie. Il y a possibilité de rejoindre le partenariat pour le prouver si vous voulez libérer en tant que partenaire associé, en tant que bénéficiaire, mais du coup, ça peut effectivement. Alors après cet intermède de capitalisation, on a juste une question très pratico-pratique pour avoir un contact dans les Pyrénées-Orientales ou en Catalogne. On vous renvoie au site internet du POCTEFA, il y a tous les contacts dans tous les territoires. Donc vous allez pouvoir y trouver dans les départements, aux services de l'État, les régions, les communautés autonomes, ils sont tous nommément cités. Vous pouvez retrouver leurs données de contact sur ce site. Très bien. Allez. Une dernière question. Allez. Merci. Merci à vous. Merci par ligne. Je pense que vous êtes